Voici une histoire qui semble complètement incroyable. Ces dernières années, la Chine a discrètement investi plus d'1 milliard de dollars dans le verre. Pas dans le pétrole, pas dans les terres rares, pas même dans la prochaine génération de puces informatiques, mais dans le verre. Et à cause de ce pari, certaines des entreprises technologiques les plus puissantes de la planète se démènent désormais pour rattraper leur retard dans une course dont beaucoup ont à peine remarqué le début. Avant de penser qu'il s'agit de fenêtres ou d'écrans de téléphone, laissez-moi vous expliquer car le verre au cœur de cette histoire est unique en son genre. Il est conçu avec une précision qui aurait relevé de la pure science-fiction il y a 20 ans. Plus fin qu'un cheveu plus plat que tout ce qui existe dans la nature, il pourrait bien devenir le matériau le plus important pour déterminer qui contrôlera la puissance de calcul au cours de la prochaine décennie. Et voici le plus étrange. Cette innovation n'a pas pris l'industrie par surprise, parce qu'elle était secrète. Les usines, les dépôts de brevets, les fonds d'investissement, tout était public. On n'y prêtait tout simplement pas attention, car pendant des années, presque tous ceux qui étaient obsédés par la course mondiale aux semi-conducteurs avaient les yeux rivés sur la même chose, les transistors. Qui parviendrait à les miniaturiser? Qui pourrait en produire davantage? Qui serait le premier à atteindre la génération suivante? Tandis que ce débat bruyant et coûteux faisait la une de tous les journaux, une discussion beaucoup plus discrète se déroulait au sujet de la couche sous-jacente, à la puce, la partie qui assure la cohésion de l'ensemble. Et il s'avère que cette couche est aujourd'hui l'un des champs de bataille les plus importants de toute l'industrie. Voyons pourquoi. Pour comprendre l'importance soudaine du verre, il faut d'abord comprendre ce qu'il remplace. Imaginez une ville moderne, gratte-ciel tunnel de métro, réseaux électriques, câbles à fibre optique sous chaque rue. On peut admirer tout cela. L'architecture, l'ingénierie, l'immensité. Mais rien ne fonctionne si le sol bouge. Dès que les fondations bougent, tout ce qui est construit par-dessus est compromis, aussi brillante soit la conception en surface. Des fondations instables sont un problème qu'aucune ingénierie, aussi ingénieuse soit-elle, ne pourra jamais résoudre complètement. Les puces informatiques ont, elles, aussi une base, le substrat. La couche de base sur laquelle repose la puce. Il maintient tout en place, achemine les signaux électriques entre les composants et contribue à dissiper la chaleur générée par la puce en fonctionnement. Depuis une cinquantaine d'années, ces substrats sont fabriqués à partir de plastique et de résines techniques, des couches de matériaux synthétiques liées entre elles pour former un matériau qui, si on pouvait le tenir en main, ressemblerait à une fine feuille de stratifié très sophistiquée. Pas très glamour. Personne n'en fait la promotion. Pourtant, il est essentiel, tout comme les fondations en béton le sont pour un bâtiment. Pendant la majeure partie de l'histoire des puces, le plastique était parfaitement adapté. Les premières puces étaient petites, les exigences modestes et le substrat remplissait parfaitement son rôle. Les problèmes ont commencé lorsque les puces sont devenues beaucoup plus complexes. Et ce qui les a rendues si complexes, c'est l'intelligence artificielle. Les puces qui alimentent les systèmes d'IA les plus avancés d'aujourd'hui ne sont plus des puces uniques. Ce sont des ensembles de puces plus petites appelées chiplets, regroupées en un seul boîtier énorme et densément interconnectés. Les ingénieurs les conçoivent ainsi, car cela leur permet de combiner différents types de puces de mémoire de traitement et de communication, chacune optimisée pour sa fonction spécifique, au sein d'un système unifié aux performances bien supérieures à celles d'une puce seule. C'est une prouesse d'ingénierie remarquable, mais elle a engendré un problème qui s'aggrave avec la taille des systèmes. Certains de ces boîtiers de chiplets dépassent désormais les 8000 mm². Imaginez un peu, c'est à peu près la taille de l'écran de votre téléphone. Imaginez maintenant cette surface entière recouverte de milliards de connexions microscopiques échangeant simultanément des données à des vitesses se chiffrant en centaines de gigaoctets par seconde, tout en dégageant une chaleur suffisante pour éteindre un ordinateur portable en quelques secondes.
À cette échelle, le substrat sous-jacent cesse d'être un simple support passif et devient l'un des facteurs de performance les plus critiques du système. C'est précisément là que le problème apparaît, le plastique se déforme. Lorsqu'un substrat plastique chauffe en fonctionnement, il se dilate légèrement. Lorsque la puce s'éteint et refroidit, il se contracte. Ce cycle se répète des milliers de fois au cours de la durée de vie d'une puce. Chaque mouvement individuel est infime, de l'ordre de la fraction de millimètre, mais à l'échelle d'un module DCI moderne, où les connexions sont si fines qu'un brin AADN ressemble à une grosse corde. Ces minuscules variations s'accumulent et peuvent engendrer un problème majeur. Les connexions parfaitement alignées lors de la fabrication commencent à se déformer. Les signaux qui devraient circuler sans encombre commenceront à se déformer. Les performances se dégradent de manière incohérente et extrêmement difficile à diagnostiquer. Dans le pire des cas, les connexions se rompent complètement et la puce tombe en panne. Le plus frustrant, c'est qu'on ne peut rien voir venir. Aucune fissure visible, aucun signe évident de défaillance. Les dégâts restent invisibles jusqu'au moment précis où ils se manifestent. Pendant des années, les ingénieurs ont lutté contre ce problème grâce à des astuces de conception ingénieuses, des tolérances de fabrication plus strictes et des contrôles qualité toujours plus sophistiqués. Ces solutions ont bien fonctionné tant que la taille des puces restait réduite et que les exigences demeuraient faibles, mais la prochaine génération de puces DA explore un domaine où ces solutions de fortune ne suffisent pas plus. Le matériau du substrat lui-même a dû être modifié. Et la réponse à laquelle l'industrie est parvenue après des années de recherche sur les matériaux d'expérience infructueuses et de percer dans le domaine de la fabrication surprend encore aujourd'hui. Le verre est une réponse tellement contre-intuitive qu'il est bon de s'arrêter un instant sur son caractère étrange. Des ingénieurs parlent de construire les fondations des systèmes d'AI les plus puissants au monde, des machines fonctionnant à des vitesses extrêmes, sous des températures extrêmes et capables de gérer des charges de travail valant des milliards de dollars. Et la solution qu'ils proposent est en substance le même matériau que celui qu'on ramasse après un accident de cuisine. Sauf qu'en réalité, ce n'est absolument pas le même matériau. Le verre utilisé dans les substrats des puces de nouvelle génération est un produit de haute précision développé spécifiquement pour le conditionnement des semi-conducteurs. Il partage la même chimie de base que le verre à vitre, de la même manière qu'une Formule 1 partage le même principe de base qu'un vélo. Techniquement liés, mais en pratique complètement différents. Voici la façon la plus simple de comprendre ce qui les rend si particuliers. Pensez à la façon dont le plastique se comporte sous l'effet de la chaleur. Il agit comme un élastique. On l'étire, on la chauffe, on la refroidit, et avec le temps, elle se déforme et s'use. Son comportement devient de moins en moins prévisible à chaque cycle. Pour les puces de petite taille, cela reste gérable. Les ingénieurs peuvent concevoir des puces en tenant compte de ce phénomène, dans les mêmes conditions. Le verre se comporte davantage comme une tige d'acier. On peut le chauffer, le refroidir, le soumettre à des milliers de cycles thermiques, le soumettre à des contraintes mécaniques, et il ne se déforme quasiment pas. Sa stabilité dimensionnelle est nettement supérieure à celle de tous les plastiques actuellement utilisés dans l'encapsulation des puces. Et cette stabilité a un impact direct et mesurable. Grâce à l'absence de déformation du substrat, les ingénieurs peuvent rapprocher considérablement les connexions électriques sans craindre un désalignement au cours de la durée de vie de la puce. Voici un chiffre impressionnant, les substrats en verre peuvent supporter jusqu'à 10 fois plus d'interconnexions. La densité des meilleurs substrats en plastique, et c'est actuel. Non pas 10% de plus, mais 10 fois plus. Ce n'est pas une amélioration. 10 fois plus de connexions dans le même espace physique permettent aux puces de transférer des données plus rapidement, avec moins de perte d'énergie sur de plus grandes distances. À l'intérieur du boîtier et avec une qualité de signal supérieure à celle de tout support plastique. Et c'est plus important qu'il n'y paraît, car les performances d'une puce DAA
ne dépendent pas uniquement des transistors qui la composent. Elles dépendent aussi de l'efficacité de la circulation des données entre les composants. Si les connexions entre les chiplets sont lentes, sujettes aux pertes ou limitées, les performances de la puce seront médiocres, aussi performantes soient sur les transistors. Le substrat constitue l'épine dorsale de la communication de l'ensemble du boîtier. L'améliorer considérablement, c'est améliorer considérablement tout le système, sans même toucher à un seul transistor. Les considérations thermiques le confirment. Le verre répartit la chaleur de manière à faciliter le refroidissement à mesure que la taille des composants augmente. La chaleur est l'une des principales limites de toute puce. Si on la sollicite trop qu'on génère trop de chaleur, la puce réduit sa fréquence pour éviter d'être endommagée. Une meilleure gestion thermique permet aux puces de fonctionner à plein régime plus longtemps. De plus, en termes de qualité du signal, les signaux électriques qui transitent par le verre subissent une moins d'interférences et de pertes que ceux qui transitent par le plastique, une différence qui se traduit par de réels écarts de performance au débit de données de ces puces. Alors, pourquoi l'industrie n'est-elle pas passée au verre il y a 10 ans? Parce que sa fabrication est extrêmement complexe. Le verre doit être parfaitement plat, avec des tolérances imperceptibles pour tout instrument hors d'un laboratoire spécialisé. Les trous percés à travers le verre pour créer des voies électriques à sont appelés vias traversants sont plus fins qu'un cheveu et doivent être placés avec une précision parfaite. Percer ces trous sans introduire de micro-fissures susceptibles de se propager et d'entraîner une panne quelques semaines plus tard représente un défi de fabrication qui a nécessité des années d'ingénierie spécialisée. Cette difficulté n'est pas un détail. C'est la raison même de l'importance de cette histoire, car celui qui résoudra ce problème de fabrication à grande échelle contrôlera le maillon suivant de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. Pendant la majeure partie de la dernière décennie, la course mondiale aux puces a été dominée par une seule machine. La machine de lithographie ultraviolette extrême EVL, fabriquée par la société néerlandaise ASML. C'est la seule machine au monde capable d'imprimer des transistors aux échelles les plus avancées. Sans cela, impossible de fabriquer une puce de pointe. Tout un système de contrôle des exportations a été mis en place pour empêcher l'entrée de ces machines dans certains pays. Le raisonnement semblait imparable, pas de machine de lithographie avancée, pas de puce avancée. Or, ce raisonnement omettait un point essentiel. Il était optimisé pour une voie spécifique vers une puissance de calcul accrue, et cette voie n'est pas la seule. Le packaging avancé, et plus particulièrement la couche de substrat, emprunte une voie totalement différente. Et il ne nécessite pas de machine ASML. Il requiert des matériaux, des connaissances scientifiques, une fabrication de précision, du génie, des procédés, des capitaux et de la patience. Autant d'éléments qui peuvent être développés indépendamment sans accès à aucun équipement soumis au contrôle des exportations. Dans cette perspective, investir massivement dans la technologie des substrats de verre n'est pas qu'un simple choix technique. Il s'agit d'un repositionnement stratégique vers un segment de la chaîne d'approvisionnement où les règles du jeu sont fondamentalement différentes. L'investissement a été considérable. Depuis 2023 environ, le Fonds national chinois des semi-conducteurs investit massivement dans les technologies d'encapsulation avancées. De nombreuses entreprises et de nombreux programmes ciblent tous les substrats de verre. Le total des investissements dépasse le milliard de dollars, couvrant usines, équipements, brevets et personnel qualifié. Rien n'est secret, tout est public. Pourtant, ces investissements sont peu médiatisés en Occident, car l'attention se porte sur la lithographie et les nœuds de transistors. L'entreprise qui illustre le mieux cette stratégie est BO et l'un des plus grands fabricants mondiaux de technologies d'affichage. Les panneaux de verre de précision qui équipent des centaines de millions de smartphones, téléviseurs et moniteurs chaque année nécessitent une infrastructure de production de verre de précision à grande échelle
des équipements spécialisés, une connaissance approfondie des procédés et une expertise en ingénierie acquise au fil des décennies. C'est pourquoi l'entrée de BOO sur le marché du verre pour semi-conducteurs est si logique. Cette infrastructure présente de nombreux points communs avec celle requise pour la production de substrats. Les équipements sont compatibles. Le savoir-faire en matière de procédés est transférable. Les chaînes d'approvisionnement sont déjà en place. Pour BOE, il ne s'agit pas d'une réinvention, mais d'une extension d'une capacité déjà développée à grande échelle pour un autre usage. Leur programme vise une production à grande échelle jusqu'en 2026, avec une accélération prévue par la suite. L'efficacité de cette approche réside dans son calendrier. La transition du plastique au verre n'est pas encore généralisée, mais elle est imminente. L'industrie s'accorde globalement sur l'imminence de cette évolution, mais les usines produisant des substrates de verre à grande échelle pour les principaux clients de puces DTSA ne sont pas encore pleinement opérationnelles. Celui qui construira ces usines en premier résoudra les problèmes de rendement en premier et obtiendra la qualification des grands clients, bénéficiera d'un avantage de pionnier. Quasi impossible à déloger dans le secteur de la fabrication de précision, qui exige d'importants investissements. C'est cette même dynamique qui a permis à TSMC de dominer la fabrication de puces pendant 2 décennies. Lorsque TSMC a pris de l'avance dans les années 1990, sa progression semblait graduelle. Au moment où le monde a pris conscience de son emprise, cette avance était devenue structurelle. Les substrates de verre se situent actuellement à un stade antérieur de cette même évolution. Lorsqu'un changement aussi important prend de l'ampleur, le reste de l'industrie ne reste pas inactif. Et la réaction des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon a été plus sérieuse que la plupart des observateurs extérieurs ne le pensent. Intel possède la plus longue expérience au monde dans le domaine des substrates de verre. Son programme remonte à plus de 10 ans, une éternité dans l'industrie des semi-conducteurs. Durant cette période, l'entreprise a constitué l'un des portefeuilles de brevets les plus importants du secteur et a surmonté des défis de fabrication que la plupart de ses concurrents n'ont pas encore rencontrés. Plus récemment, Intel s'est orienté vers la concession de licences, partageant sa technologie avec des partenaires industriels plutôt que de contrôler directement la production. Elle se positionne ainsi comme le pilier de la propriété intellectuelle de l'écosystème émergent du verre. Même si d'autres entreprises gèrent les lignes de production Intel, tirent profit de chaque ligne construite sur sa technologie. C'est un pari sur le rôle fondamental de bâtir les fondations. Samsung est plus avancé dans sa préparation à la production que la plupart des observateurs ne le pensent. L'entreprise exploite une ligne pilote active sur son site de Sayong. Il ne s'agit pas d'un projet de recherche, mais d'un véritable projet pilote doté d'ingénieurs recrutés spécifiquement pour leur expertise en substrate de verre. Fin 2025, la branche composante de Samsung a signé un partenariat avec un grand groupe chimique japonais spécialisé dans les matériaux afin de s'approvisionner en verre spécifique nécessaire au procédé. Leur feuille de route interne vise une production à l'échelle commerciale autour de 2028, ce qui ferait de Samsung l'un des premiers fournisseurs en volume pour les principaux clients du secteur des puces SDA. TSMC contrôle aujourd'hui environ 90% de la capacité mondiale d'encapsulation de puces DA, avancé à un niveau de domination difficilement surestimable. Mais TSMC sait mieux que quiconque que la domination dans ce secteur n'est jamais acquise. En 2024, l'entreprise a relancé son programme de recherche sur les substrats de verre, signe évident que cette technologie était passée du stade d'expérimentation intéressante à celui de véritable priorité stratégique. Lorsque TSMC accorde une priorité à un sujet, toute l'industrie est attentive et Corning joue un rôle différent mais tout aussi important. Si la plupart des gens connaissent Corning, grâce aux verres de protection de leur téléphone, son véritable savoir-faire réside dans les verres spéciaux, utilisés pour la fibre optique, l'industrie pharmaceutique, l'aérospatiale et les instruments scientifiques. Cette expertise positionne Corning comme un fournisseur en amont potentiellement crucial. L'entreprise
produisant le verre brut de qualité semi-conducteur que les fabricants de substrats transforment ensuite. Son implication témoigne de la mise en place de la chaîne d'approvisionnement nécessaire à la production de verre à grande échelle, un point crucial car la solidité d'un écosystème de production dépend de son maillon le plus faible. En définitive, la compétition reste plus que jamais ouverte. Aucune entreprise ni aucun pays ne détient le monopole du marché des substrats de verre. L'infrastructure se construit simultanément sur plusieurs continents, mais la fenêtre d'opportunité pour s'imposer comme leader n'est pas illimitée. Voici un schéma qui se répète sans cesse. Dans l'histoire des technologies, les changements les plus importants ne paraissent presque jamais importants sur le moment. Ils semblent insignifiants, voire purement techniques. On dirait un article de revue spécialisé plutôt qu'un sujet de une. Et puis des années plus tard, tous ceux qui étaient passés à côté comprennent enfin ce qu'ils avaient sous les yeux. Ils ne l'avaient simplement pas remarqué à l'époque. La transition vers les substrats de verre présente précisément cette caractéristique. La course aux puces fait rage depuis des années. Restrictions à l'exportation, subventions gouvernementales, articles à la une sur la taille des puces de transition et la capacité des usines de fabrication, tout cela est réel et important, mais cela a aussi engendré une sorte de vision tunnel, une focalisation intense sur une seule couche de la puce au point de négliger ce qui se passait juste en dessous. Le substrat est en pleine réinvention et les conséquences se répercuteront sur tout ce qui fonctionne sur des puces avancées. L'entraînement de l'IA, c'est ça, est l'exemple le plus immédiat. Les modèles qui sous-tendent les outils SDIA actuels sont entraînés sur d'énormes grappes de puces fonctionnant pendant des semaines, consommant des quantités considérables d'énergie. De meilleurs substrats permettent à ces grappes d'échanger des données plus rapidement, avec moins de gaspillage d'énergie, ce qui signifie que les entraînements se terminent plus vite, que le développement des modèles s'accélère et que davantage d'expériences sont menées chaque année. Les centres de données en ressentent également les effets. Si de meilleurs substrats leur permettent d'intégrer plus de puissance de calcul dans la même surface et de l'exploiter plus efficacement, l'économie du déploiement de l'IA évolue, les coûts diminuent et la technologie se diffuse plus rapidement dans davantage de secteurs. Et les retombées vont bien au-delà de l'IA. La découverte de médicaments, la modélisation climatique, la recherche sur les matériaux, le calcul scientifique dans toutes les disciplines. Tout cela s'accélère lorsque les infrastructures de base sont améliorées. Et il ne s'agit pas d'avantages hypothétiques. Il découle directement des gains de performance permis par le verre. Voici la réalité économique qui rend cette opportunité si difficile à saisir. La construction d'une seule ligne de production de substrats en verre coûte entre 500 millions et 1 milliard de dollars, et il faut des années pour obtenir l'aval des clients, car les concepteurs de puces doivent s'assurer de la fiabilité du substrat à grande échelle avant d'y intégrer leurs produits. Celui qui atteint la production en série en premier entame le processus de qualification. Celui qui se qualifie en premier remporte les contrats de conception. Celui qui remporte ces contrats accumule l'expérience de production qui permet d'augmenter les rendements et de réduire les coûts. Et voilà, le cercle vertueux se répète. Des rendements plus élevés signifient en fait un coût unitaire plus faible, ce qui se traduit par des prix plus compétitifs, une part de marché accrue des volumes de production plus importants, une expérience renforcée et enfin des rendements encore plus élevés. Ce cercle se resserre chaque année et les entreprises qui n'y participent ne font pas que rester à la traîne. Elles prennent du retard chaque trimestre. C'était précisément cette dynamique qui a transformé TSMC, simple sous-traitant dans les années 1980, en pilier incontournable de l'industrie mondiale des semi-conducteurs dans les années 2000. Non pas grâce à une percée spectaculaire unique, mais grâce à des investissements précoces et constants dans une capacité qui s'est développée sans relâche jusqu'à ce qu'aucun concurrent ne puisse la reproduire. L'ère du silicium. 50 années de progrès grâce à la miniaturisation des transistors ne touchent pas à sa fin, mais elle est rejointe par une nouvelle ère.
Un deuxième axe d'amélioration qui ne repose pas du tout sur la miniaturisation des transistors, mais sur l'amélioration considérable de l'architecture sous-jacente. Et le matériau qui rend cela possible existe depuis des millénaires. Plat précis, stable à la chaleur et invisible du débat jusqu'à ce que soudain il ne le soit plus. L'ère de la système fédéral pourrait bien reposer sur du verre et la course pour s'approprier ce socle se joue d'ici 2028, non pas dans un lointain débat politique, mais dès maintenant avec la construction d'usines. La signature d'accords d'approvisionnement et des portefeuilles de brevets dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Voici mon avis en toute franchise. Ce qui me frappe le plus dans cette histoire, ce n'est pas le verre en lui-même. C'est la facilité avec laquelle le changement le plus important d'une industrie peut passer inaperçu pendant que tous les regards sont tournés vers autre chose. Le monde entier s'est focalisé sur les machines de lithographie et les nœuds de transistors, a mis en place un appareil politique colossal pour les contrôler. Et pendant ce temps, une voie parallèle vers une puissance de calcul supérieure se développait discrètement dans un maillon complètement différent de la chaîne d'approvisionnement, ne nécessitant aucun des équipements scrutés de près. Voilà une leçon véritablement fascinante sur le fonctionnement réel de la concurrence technologique. Le tournant décisif est rarement celui que tous les regards se tournent vers l'avenir. Je pense que les prochaines années vont bouleverser la hiérarchie de l'industrie des semi-conducteurs bien plus que la plupart ne l'imaginent, et les substrats en verre y contribuent largement. L'avance actuelle est réelle, mais rien n'est encore joué. La course reste ouverte à tous, et ce sont les entreprises et les pays qui la prennent au sérieux dès maintenant qui en détermineront l'issue. Voici la question sur laquelle j'aimerais vraiment avoir votre avis, et soyez honnête car elle suscite souvent des réactions passionnées. Est-ce une bonne chose qu'un pays prenne l'ascendant sur une technologie aussi fondamentale ou le monde fonctionne-t-il mieux lorsqu'aucune nation ne contrôle l'infrastructure dont tout le monde dépend? Les arguments sont valables des deux côtés. La concurrence stimule l'innovation, mais la concentration engendre la dépendance. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous appréciez ces analyses approfondies qui vont au-delà des gros titres et expliquent ce qui se passe réellement avant que le reste du monde ne s'en aperçoive, abonnez-vous à Eastern Engine et activez les notifications. Nous traitons des matériaux, des chaînes d'approvisionnement et des stratégies qui détermineront qui dominera la technologie de la prochaine décennie, et ce n'est que le début. Merci de votre attention. À bientôt.